Bonjour et bienvenue dans l'émission pour une vision citoyenne. Et aujourd'hui, nous sommes sur le thème homme politique de la semaine. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui est élu maire de Palaiseau et président de la communauté de communes Paris-Saclay, Monsieur Grégoire de Lasteyrie. Bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour Tony, merci de nous accueillir. Je suis ravi de vous accueillir au sein de votre territoire. Et ma première question serait quelle est votre vision aujourd'hui en tant que jeune président, parce que je crois que c'est la première fois que vous êtes président de la communauté commune Paris-Saclay. Quelle est votre vision aujourd'hui sur le territoire? Quelle est votre ambition pour ces 6 prochaines années sur le territoire? Alors la communauté d'agglomération Paris-Saclay, je le dis pour vos téléspectateurs, c'est 27 communes qui sont situées au nord-ouest de l'Essonne. C'est un bassin de vie de 320 000 habitants. C'est un territoire extrêmement dynamique, structuré à l'ouest par le plateau de Saclay et tout le cluster scientifique qui est autour de l'Université Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris. À l'ouest, c'est structuré par la RN20, ça va jusqu'au bord des pistes d'Orly sans englober Orly, et ça descend au sud jusqu'à la belle ville de Marcoussis, et ça remonte jusqu'à Massy, Verrières. Voilà, donc c'est tout ce territoire-là qui est le territoire de Paris-Saclay. Mais c'est un territoire qui est à la fois un territoire de recherche scientifique, parce que sur la partie plateau dont je parlais tout à l'heure, on a 15 à 20% de la recherche française, publique et privée, qui est en train de se concentrer à cet endroit-là pour faire d'une part la plus grande université française au classement de Shanghai, l'université Paris-Saclay. Je parlais de l'Institut Polytechnique de Paris qui a aussi cette renommée internationale. Mais on a aussi toute la zone de développement économique de Courtabœuf autour de la commune de Villebon, des Ulysses, de Villejuste. On a également évidemment tout le pôle multimodal de Massy, avec des sièges sociaux, on pense à Carrefour notamment, qui est sur le territoire, et puis tout l'axe de la RN20 et toutes les communes qui sont autour. Je ne les cite pas tous, vous les connaissez. En tout cas, on a vraiment un territoire qui est extrêmement dynamique et qui a à la fois une urbanité forte, parce qu'en lien direct avec la petite couronne, et qui à 60% est aussi fait de terres naturelles, de terres agricoles, de terres forestières. Et c'est tout ce lien de villes à la campagne, de jonction de villes en proximité directe de la campagne ou de petites villes rurales, en tout cas qui crée cet équilibre particulier du territoire Paris-Saclay. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, comment vous répondez face à, on connaît tous la crise sanitaire qui a découlé sur la crise aujourd'hui économique. On voit l'impact que ça a au niveau des commerces de proximité, au niveau des TPE et PME. Je mets un peu entre parenthèses les grands groupes parce qu'eux, ils ont su mettre en avant toute la partie numérique, ils ont su se dimensionner. Mais du coup, c'était ces TPE, PME et commerces de proximité qui ont été un peu oubliés, qui ne savent pas trop. Comment vous répondez face à cette crise aujourd'hui, face à cette crise des commerces de proximité par le biais de la formation, par le biais de l'information? Est-ce que vous allez mettre des outils en place leur permettant de pouvoir justement répondre, pallier en tout cas aux problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui? L'impact économique sur le territoire du premier confinement, du pseudo-déconfinement, du reconfinement a été terrible pour les acteurs économiques. Et vous l'avez dit, Paris-Saclay, c'est à la fois beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois, mais aussi beaucoup de petits commerces, beaucoup d'artisans, beaucoup de TPE, beaucoup de PME. Face à ça, l'agglomération Paris-Saclay, les 27 maires, on a souhaité être extrêmement mobilisés. Donc dès le premier confinement, on a eu la volonté de mettre en place un système d'aide à la trésorerie d'avance, pécuniaire, pour pouvoir aider l'ensemble des chefs d'entreprise qui étaient impactés par la crise. On a monté un dispositif, on l'a construit avec la région, ça a fini par s'appeler ce qui est aujourd'hui le fonds Résilience, et sur lequel la communauté Paris-Saclay a été extrêmement mobilisée. En parallèle de ça, et toujours dès le premier confinement, on a mis en place ce qu'on a appelé la cellule d'appui personnalisée aux entreprises, la CAP. C'est une petite task force de quelques agents intercommunaux et de quelques agents communaux qui sont venus en appui, qui ont pris le téléphone et ont appelé la plupart des chefs d'entreprise du territoire pour savoir si ils avaient bien les bons dispositifs d'aide à leur disposition, s'ils avaient bien connaissance de tout ce que faisait l'agglomération, le département, la région, l'État, pour les aider dans un petit peu toute cette jungle des dispositifs et des aides qui étaient mis en place à la volée par les différents acteurs pour les accompagner dans cette période.
Et au moment où le deuxième confinement est arrivé, on s'est rendu compte que cette fois-ci, les acteurs qui allaient souffrir, c'était les petits commerces. Encore plus que la première fois. La première fois, faire des actions de trésorerie, des prêts, ça aidait. Sur le deuxième confinement, c'était vraiment de la perte sèche de revenus. Et donc simplement faire des facilités de trésorerie, c'était insuffisant. Il fallait donner du cash et donner des moyens de travailler. Et c'est ce qu'on a fait en 15 jours après le deuxième confinement. On a mis en place tout un dispositif d'aide pour les petites entreprises et pour les petits commerçants, avec notamment pour ceux qui étaient sous le coup d'une fermeture administrative et qui pour le coup ne pouvaient plus rentrer du tout de chiffre d'affaires. On leur a proposé une aide, une subvention sur les loyers. Que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire et que vous devez rembourser un emprunt, vous êtes éligible à cette aide sur les loyers. L'idée, c'est que un certain montant pour les petits commerces, un montant un petit peu plus élevé, notamment pour le secteur de la restauration et l'hôtellerie qui est touché encore plus durement, je vais dire, qu'ils puissent avoir accès à cette aide au loyer. Alors, je le dis pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous avez jusqu'à 3 semaines après la réouverture administrative pour pouvoir demander cette aide. Donc, pensez à le faire avant Noël, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver un petit peu coincé. Et puis, à côté de ça, on a voulu aussi aider le commerce à continuer à se développer. Et pour ça, on a mis en place 2 actions qui sont pour l'ensemble des commerçants, fermés ou pas fermés. D'abord, c'est le développement ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire une place de marché Internet, qui est déployée sur l'ensemble des 27 communes de l'agglomération, où tous les commerçants qui souhaitent se digitaliser pourront, sans frais, avoir accès à une marketplace, à un site Internet sur lequel ils vont pouvoir mettre leurs produits, exposer et pouvoir continuer à vendre et mettre en place soit du click and collect, soit de la livraison, etc. Et troisième dispositif qu'on a mis en place, là aussi, je le disais pour tous les commerces, c'est un système pour aider toutes les associations de commerçants, toutes les communes qui voulaient faire de la livraison à domicile en mettant en place des moyens logistiques et notamment en mettant en place des vélos cargo. Et donc l'agglomération a acheté des vélos cargo, a acheté 27 vélos cargo et les a donnés aux différentes communes qui le souhaitaient pour pouvoir aider cette logistique du dernier kilomètre parce que évidemment les commerçants ont besoin aussi de s'organiser, il faut qu'on leur fournisse les moyens de s'organiser. Donc voilà tout ce qu'on a mis en place pour aider nos commerçants, pour aider nos artisans. Vous voyez, c'est vraiment une action qui est très volontariste de la part du territoire. D'accord, vous les accompagnez au quotidien sur leur point d'interrogation, parce que du coup, ils l'ont perçu comment cette notion de marketplace souvent, ils sont un peu quand même réfractaires au numérique, ils aiment bien avoir leur propre outils, leur propre site. Et là, le fait que la collectivité vienne les aider, les accompagner, ils le perçoivent comment aujourd'hui sur le territoire? Alors, je vais vous dire, les commerçants, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui sont par nature pragmatiques. Il y a un an, probablement, nombre d'entre eux ne voyaient pas l'intérêt à se digitaliser. Ils avaient leur clientèle qui venait en boutique, qui consommait, il y avait des bons mois, il y avait des moins bons mois, mais voilà, le système fonctionnait. Là, ils se sont pris coup sur coup de confinement, avec pour certains des interdictions d'exercer l'activité. Le click and collect n'a pas toujours été possible, pour certains oui, pour d'autres non. Donc pour beaucoup de commerçants qui il y a un an peut-être se seraient dit digitaliser mon activité, mais pourquoi faire? Aujourd'hui ils se disent non, il faut que je digitalise et il faut que je le fasse rapidement, efficacement et il faut que je le fasse de manière qualitative. Parce que quand vous êtes sur Internet, votre compétition c'est Google et vous tapez, vous cherchez un produit et vous avez tout de suite des sites comme Amazon, eBay qui apparaissent avec des produits qui sont, alors on appuie sur un clic et on commande, l'image du produit est très propre, très belle, etc. Si vous faites dans votre coin votre petit site Internet artisanal où vous prenez des photos avec votre téléphone portable de produits sur lequel pour payer c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de système, alors il faut renvoyer un chèque par la poste, etc. Vous n'êtes pas compétitif et face à la concurrence de géants de ce qu'on appelle les GAFA, en fait, vous passez rapidement à l'as. Et ça, ce n'était pas possible pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place cette plateforme qui donne tout de suite un rendu très professionnel à chaque boutique, pour peu que le commerçant décide de s'y lancer, et d'être en capacité de concurrencer les plus gros. Et c'était ça qui était important pour nous. C'était vraiment cette facilité de paiement, cette facilité d'affichage. On a par exemple quasiment 100 000 produits qui sont préenregistrés sur la plateforme. C'est-à-dire qu'un commerçant, quand il rentre son stock dans sa boutique en ligne, il n'a qu'à taper le code barre de son produit et hop, toute la fiche produit est déjà disponible pour 100 000 produits de consommation courante. Donc vous voyez toute la facilité des outils qu'on leur met à disposition pour pouvoir être compétitif sur Internet. Ensuite, c'est une décision de chacun. Certains pensent que c'est un plus
à côté de leur activité. D'autres se disent que, malgré le confinement, ils ne souhaitent pas se digitaliser. Mais c'était notre rôle, je crois, d'agglomération, de leur proposer une alternative s'ils souhaitaient ne pas rester les bras croisés à se dire « Ah, je suis fermé, je ne peux plus rien faire ». Moi, j'avais une question parce que on parle beaucoup du gros projet là aujourd'hui sur le Grand Paris, avec le Grand Paris qui est la construction de la ligne 18. La gare Camille Claudel va-t-elle aboutir ou va rester ou il n'y aura pas de gare à Camille Claudel? Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de questions qui se posent sur cette gare et du coup. C'est une question que beaucoup de Palaisiens se posent, beaucoup de Palaisiens du quartier Camille Claudel se posent en se disant mais finalement est-ce qu'on aura une gare ou pas ou est-ce qu'on verra juste le métro passer en bas de chez nous? Moi c'est un sujet sur lequel je suis mobilisé depuis 2014 maintenant, donc c'est un combat ancien sur lequel je demande à l'État de revoir sa position et de permettre la création d'une seconde gare. On s'est beaucoup battu sur le dernier mandat avec mes collègues municipaux. On a eu des victoires, on a réussi à ce que aujourd'hui des mesures conservatoires soient prises par la Société du Grand Paris pour la construction de cette gare, que des études soient engagées, et que des financements soient trouvés. Et aujourd'hui, tous ces voyants sont au vert. Donc aujourd'hui, la gare, elle est techniquement possible. Il y a besoin d'une volonté politique. Et la volonté politique, il faut que ce soit le gouvernement, l'État, qui autorise la construction de cette gare. Ça ne peut pas être une décision que le maire de Palaiseau prend ou que, le président de la préfecture, tout à fait. Ou que l'agglomération ou que la Société du Grand Paris prenne. Bien On sûr. a vraiment besoin que ce soit une décision de l'État, du ministre des Transports. Donc ça fait partie du travail de lobbying que je fais régulièrement et qui est essentiel. Et donc j'ai bon espoir que ça finisse par aboutir. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a toujours pas eu cette parole qui permettrait, et ces signatures ministérielles qui permettraient le déploiement de la gare. En tout cas, on a pris toutes les mesures pour que le jour où le ministre dira banco, on puisse dérouler tout de suite le dispositif. Monsieur le Président, j'aimerais connaître votre vision sur l'environnement aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de sujets. Et moi, j'aimerais bien connaître sur votre vision sur le territoire et le programme que vous avez proposé sur le thème environnement aujourd'hui sur le territoire. L'agglomération Paris-Saclay est très engagée en matière de transition environnementale, transition écologique, transition énergétique. Elle a adopté en juillet 2019, je n'étais pas encore président à cette époque-là, elle a adopté en juillet 2019 le PCAET, donc le plan climat, air, énergie territorial. Elle a été une des premières collectivités d'Île-de-France à se doter d'un tel plan avec plus d'une centaine d'actions extrêmement concrètes parce qu'il ne s'agit pas de faire des déclarations d'intérêt d'intention, il faut ensuite très précisément regarder quels sont les dispositifs qu'on met en place sur le territoire. Et c'est vraiment ce document-là qui est le cadre de notre action sur le mandat qui vient, avec des actions en matière de gestion d'énergie, en matière de déploiement de véhicules électriques, en matière d'accompagnement à la préservation de la biodiversité. J'ai également engagé il y a quelques mois la production d'un atlas de la biodiversité sur le territoire de Paris-Saclay. C'est un travail qui est essentiel parce que pour préserver la biodiversité, encore faut-il savoir précisément, commune par commune, territoire par territoire, quelles sont la richesse des espèces qui sont présentes sur le territoire. Et donc ce travail, il est engagé aujourd'hui. On a nombre d'actions, je ne vais pas toutes solliciter parce que ça prendrait un petit peu de temps et on dépasserait le cadre de l'émission. Mais en tout cas, il y a une volonté forte de la part des collègues maires, de la part de moi-même, de pouvoir proposer à l'échelle du territoire des choses majeures. Et ça se décline dans les communes. Et je vois beaucoup de communes qui ont engagé, Palaiseau notamment, mais c'est le cas à Bure-sur-Yvette, c'est le cas à Chilly, c'est le cas, je ne vais pas toutes les citer, est-ce que je publierai, mais en tout cas qui ont aussi engagé des démarches municipales pour réfléchir à des conférences citoyennes municipales sur le thème de la transition écologique et de pouvoir réfléchir à pouvoir transformer nos actions. Et l'idée n'est pas simplement que la puissance publique soit plus vertueuse et minimise son impact carbone, bien sûr c'est essentiel, mais l'idée c'est que la puissance publique puisse également être un aiguillon pour faire évoluer les pratiques individuelles, les pratiques des entreprises, des acteurs privés et de chaque citoyen. Et la meilleure manière pour être cet aiguillon, c'est de faire participer tout le monde,
parce que si c'est simplement une décision qui vient du haut, les gens se diront pourquoi est-ce que je D'accord. suis censé la suivre. À partir du moment où c'est une décision qui est co-construite avec tous les acteurs du territoire, eh bien du coup chacun s'y investit et a envie de participer à cette transition. Voilà, c'est la logique qu'on applique ici à Paris-Saclay. Monsieur le Président, on a un rituel dans notre émission, c'est le jeu de mots. Je vous donne un mot, puis vous me dites ce qu'il évoque pour vous. Si je vous dis environnement, Urgence, c'est je crois le mot qui me vient tout de suite à l'esprit. L'environnement aujourd'hui, ça doit être l'urgence de l'action publique, mais aussi l'urgence de l'action citoyenne, de l'action privée. Il est pour beaucoup d'aspects déjà trop tard pour minimiser une partie de l'impact de l'homme sur la planète, pour préserver l'environnement, et donc il ne faut vraiment plus perdre de temps à la matière. si je vous dis numérique, Numérique, pour moi, c'est un des moyens de la réponse à cette urgence climatique. Pas le seul, mais c'est un des moyens parce que par le numérique, on va pouvoir rapprocher des personnes distantes et donc, par exemple, on va pouvoir éviter des transports et donc par là-dessus, on va éviter toute une production de carbone qui va aller avec. Donc c'est un des moyens, mais c'est aussi un danger dont il faut avoir conscience parce qu'il ne faut pas non plus que ça rompt le contact humain. On l'a vu notamment sur le premier confinement qui a été un confinement, on va dire, très strict, où le numérique était à la fois une fenêtre vers l'extérieur et puis en même temps, quand le confinement s'est terminé, il y avait un vrai besoin de se retrouver. Donc il faut aussi le prendre pour ce que c'est. C'est un outil puissant, mais pas autre chose qu'un outil. si je vous dis territoire, Territoire, moi j'ai envie de vous dire diversité derrière le mot territoire, parce que chaque territoire se considère comme un territoire propre et particulier, et au sein d'un territoire, il y a une multitude de différences. Et on le voit à Paris-Saclay, un habitant de Massy va avoir une conscience du territoire qui va être différente d'un habitant de Saint-Aubin, que d'un habitant de Longjumeau, des Ulysses, de Palaiseau. On a vraiment une diversité, une richesse sur ce territoire, et c'est ça, quelque part, qui, derrière, peut créer un petit peu l'âme, l'esprit de ce qui anime ce grand territoire. si je vous dis humanité, Si je vous dis humanité, c'est toute la grandeur, toute la spiritualité, toute la profondeur des réflexions qui sont portées par les citoyens dans leur diversité, dans leur confrontation, dans leur paradoxe. Et c'est aussi ce qui, quelque part, je crois, nous fait grandir au quotidien. Donc c'est quelque chose que nous souhaitons, que je souhaite encourager personnellement et que nous souhaitons au territoire encourager aussi. et enfin si je vous dis bonheur, Bonheur, c'est un mot sur lequel je mettrais vraiment une différence par rapport au plaisir. Le plaisir n'est pas toujours le bonheur. On est ici dans un des temples de l'entrepreneuriat du territoire, dans ce loft. Et on sait qu'un chef d'entreprise, la création d'entreprise pour lui, c'est clairement du bonheur. Est-ce que c'est du plaisir tous les matins en se levant, en devant gérer toutes les galères du quotidien? Probablement pas, mais c'est clairement un bonheur au quotidien, c'est clairement un bonheur de long terme. Et quelque part, un territoire, en lien avec l'ensemble de ce qu'on vient de se dire, doit aussi permettre à chacun de ces individus d'aspirer au bonheur d'une manière ou d'une autre. Monsieur le Président, l'émission arrive à sa fin. Et quel message souhaitez-vous faire passer aux générations présentes et futures, et puis globalement à tous les habitants du territoire aujourd'hui dans lequel vous œuvrez au quotidien? Déjà, je voudrais vous remercier d'avoir pris ce temps d'échange, mon cher Tony. Ça permet, je crois, de parler de sujets de fond dans un format qui est un format long et non pas une petite interview de quelques minutes où les messages sont toujours un peu tronqués. Là, il y a vraiment eu un temps de discussion et je voudrais en remercier. Le message que moi j'aimerais porter, c'est avançons ensemble, faisons des choses ensemble avec toutes les forces vives qui ont envie d'avancer. La puissance publique, elle n'est puissante que lorsqu'elle est collective, lorsqu'elle associe, lorsqu'elle convainc de son action. Et pour ça, elle a besoin d'échanger. Elle a besoin aussi parfois de préciser sa pensée à travers de la confrontation, du débat, du dialogue. Et c'est toutes ces choses-là que je souhaite que nous puissions faire collectivement sur ce beau territoire de Paris-Saclay. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Sur ce beau message, je termine en disant qu'on est sur le web magazine Ville Intelligente Mag et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles rencontres. À très bientôt.